Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Nous allons aujourd'hui répondre à une question que vous me posez très régulièrement, à savoir pourquoi la bourse continue de flamber alors que l'économie va mal, en particulier en France bien entendu. Et quand il y a une telle déconnexion entre la réalité économique et la flambée boursière, c'est particulièrement dangereux. D'où cette question, va-t-on assister à un krach encore plus grave qu'en 1929? Car on a une situation qui y ressemble de plus en plus aujourd'hui. On verra tout à l'heure des graphiques assez incroyables. Donc âme sensible, je préfère vous prévenir à l'avance bien entendu. Donc on verra ça avec, bien sûr, on terminera malgré tout par une bonne nouvelle, comme d'habitude j'ai envie de dire, mais on se doit, c'est le plus important, de dire la vérité. Alors, comme le programme est très chargé, on va commencer tout de suite. Tout d'abord, justement, pour faire un petit détour par l'économie, la réalité économique, notamment française, et malheureusement, les derniers indicateurs avancés viennent de sortir et ils sont mauvais. Tout d'abord, l'indice INSEE de confiance des chefs d'entreprise, qu'on appelle l'indicateur de climat des affaires. Eh bien, regardez bien, c'est la courbe bleue ici. Ça continue de baisser. Ça fait pour le 5e mois consécutif que nous sommes en zone de récession, selon l'INSEE. Donc, chiffre tout à fait officiel. Donc là, c'est le PIB, la courbe rouge. On voit bien que malheureusement, on se dirige vers une baisse de 2% en glissement annuel d'ici l'été prochain. Et parallèlement, autre indicateur, INSEE toujours, qui vient de sortir ce matin même, l'indicateur de confiance des ménages qui est reparti à la baisse, et notamment l'indicateur d'opportunité de faire des achats importants. Regardez bien, c'est la courbe rouge ici. Donc ça baisse très fortement. Pour l'instant, la courbe bleue, c'est la consommation. Ça résiste un petit peu étonnamment, va-t-on dire, mais ça ne pourra pas durer. Donc la consommation, malheureusement, va très fortement baisser. On ne dit pas ça, bien sûr, de gaieté de cœur. On aimerait donner des bonnes nouvelles, que des bonnes nouvelles même. Mais néanmoins, on se doit de dire la vérité pour bien prendre conscience de ce qui est en train de nous arriver. Et d'ailleurs, autre indicateur avancé, les indicateurs des directeurs d'achat. Donc vous connaissez cette enquête, on la suit tous les mois. Donc là, c'est la première estimation pour le mois de février. Il y a une barre à 50. Au-dessus, c'est la croissance de l'activité. En deçà, c'est la baisse de l'activité. C'est vrai que ça a un petit peu redémarré. On partait de très bas, comme vous le savez. Donc au mois de février, ça va un peu mieux. Mais on reste largement sous les 50. On n'est même pas à 48. Donc nous restons là aussi en zone de récession. Donc encore une fois, la courbe bleue, le PIB, en glissement annuel, là aussi, ça confirme moins 2%. Alors, entre guillemets, piètre consolation, il y a pire ailleurs, notamment en Allemagne. C'est vrai que là aussi, vous savez que l'Allemagne est déjà en récession, on en a déjà parlé, mais les indicateurs avancés là aussi montrent que ça s'aggrave. Par exemple, sur les directeurs d'achat, on retrouve ici, dans les services, dans l'industrie, c'est en rouge, la récession s'aggrave en Allemagne. Idem, si on regarde l'indice IFO du climat des affaires, qui vient aussi d'être publié, c'est la courbe bleue ici, donc on reste extrêmement bas. Donc on le voit bien que le PIB allemand, qui est déjà en territoire négatif, va continuer, on pourrait même baisser de 4% en glissement annuel, des chiffres assez dramatiques pour l'Allemagne. Alors, certains se disent, bon, si l'Allemagne va mal, va plus mal que nous, tant mieux. Pas forcément, parce que justement, il risque d'avoir des tensions, on en parlait tout à l'heure, notamment au niveau européen, entre l'Allemagne et la France. Et donc, pour la stabilité de la zone euro, c'est particulièrement dangereux. D'ailleurs, si on regarde la zone euro, indicateur des directeurs d'achat, on le voit ici, ça remonte aussi un petit peu, donc pas tellement grâce à l'Allemagne, on le voit, mais néanmoins, on reste sous la barre donc des 50, et donc nous restons également en récession, donc le PIB de la zone euro va aussi baisser. Alors si on fait la synthèse donc des indicateurs des directeurs d'achat qui viennent de sortir, comme vous le savez, c'est la première estimation, donc attention, tous les pays n'ont pas encore publié leurs indicateurs, donc directeurs d'achat. Il n'y a que ces pays qui ont publié leurs indicateurs, donc ne me dites pas pourquoi il n'y a pas tel ou tel pays, ça va arriver la semaine prochaine. On aura tous les indicateurs, comme vous le savez maintenant. Donc que voit-on? L'Inde continue effectivement d'avoir une croissance très forte, d'être la locomotive de la croissance mondiale, 61,5, un plus haut depuis juillet 2023, et après il faut remonter à juillet 2013 pour trouver un niveau plus élevé. Donc c'est quand même une croissance très très forte. Nous avons ensuite le Royaume-Uni, et là aussi ça continue de s'améliorer. C'est vrai qu'il y a eu une récession donc, au 4e trimestre donc, de 2023, donc entre le 3e et le 4e, 2 trimestres consécutifs de baisse du PIB, mais néanmoins, indicateur avancé, ça s'améliore. L'Australie également sort de la récession. Les États-Unis, ça ralentit un petit peu, mais nous ne sommes pas non plus en récession aux États-Unis, même si, encore une fois, ce n'est pas l'euphorie. Le Japon, ça ralentit de nouveau. Et oui, le Japon qui est retombé aussi en récession. Donc ce n'est pas l'euphorie. Puis par contre, voilà, la zone euro, nous restons en zone de récession. La France, voilà, ça c'est la bonne nouvelle. Nous ne sommes plus la lanterne rouge. L'Allemagne nous a dépassé, voilà. Donc avec un indicateur de 46,1, 47,7 pour la France. Donc ça c'est l'indicateur composite, tout secteur confondu. Donc on voit bien que nous restons en récession. Et donc par rapport à cela, évidemment, on ne comprend pas comment la bourse peut aussi bien se comporter. Alors il y a évidemment plusieurs raisons.
Déjà, si on prend le CAC 40, n'oublions pas que 80% du bénéfice des entreprises du CAC 40 est réalisé à l'étranger. Donc évidemment, d'où cette déconnexion, comme il y a une croissance mondiale qui est quand même plus élevée qu'en France, mais autour des 3%, voire même 3,5%. Donc ça reste quand même plutôt bon. Et donc nos entreprises qui sont quand même compétitives, qui sont à l'international, qui produisent souvent depuis l'étranger, donc ça n'apparaît pas dans les chiffres du commerce extérieur. Donc voilà pourquoi on a cet apparent paradoxe. Donc ça veut dire que même si l'économie française va mal, le CAC 40 se porte bien parce que, évidemment, on a cette dynamique mondiale. Par contre, on l'a vu la semaine dernière, si on regarde les entreprises en France, on a vu ce taux de défaillance qui est en train d'exploser sur un plus haut depuis 2010, si on enlève les micro-entreprises. Donc ça pour montrer que c'est particulièrement dangereux, d'où cette déconnexion. Alors, autre élément qui explique la flambée de la bourse, cette fois-ci au niveau mondial, c'est qu'on a toujours énormément de liquidités. Cette fameuse planche à billets qui a commencé aux États-Unis donc après la crise de 2009 et qui est arrivée en France et en Europe après 2015, eh bien cette planche à billets, même si elle s'est arrêtée, mais le cash, il est toujours là. Et donc ça permet d'alimenter cette flambée boursière. Et donc on le voit ici, on voit le CAC 40 donc depuis 2000, donc on en a traversé évidemment des crises, que ce soit le crack Internet, la crise des subprimes, mais le problème c'est que depuis 2009, donc avec cette planche à billets qui a été activée, je rappelle que la planche à billets vient notamment financer la dette publique qui elle aussi explose. Donc de par ces deux biais, explosion de la dette publique, soit aux États-Unis, également en France, et planche à billets pléthorique, c'est ça qui fait que depuis 2009, et en particulier depuis 2015 si on prend la zone euro, puisque la planche à billets a commencé en 2015 dans la zone euro, vous voyez bien, les crises n'existent plus, même le coronavirus, alors on s'était fait peur évidemment pendant quelques semaines, et puis après, au bout de quelques mois, on avait retrouvé, même on était passé au-dessus du niveau d'avant le coronavirus, alors que le coronavirus était toujours là, comme vous le savez, à l'époque. Même là, la guerre en Ukraine, petit coup de semonce, et donc ça redémarre, et donc voilà, on le voit ici, des sommets historiques, on a quasiment atteint les 8000 points sur le CAC 40, et encore, ça c'est le CAC 40, si on prend le CAC 40 avec les dividendes intégrés et réinvestis, ce qu'on appelle le CAC 40 Gross Total Return, on le voit ici, alors là, c'est complètement, il faut regarder cette courbe, vous voyez, les crises, on les voit même plus, que ce soit 2000, que ce soit 2007-2008, alors même si on achète en haut de la bulle, on voit que sur longue période, on est largement gagnant, regardez bien ce chiffre, donc on a fait 45% de hausse en 15 mois, et 566% de hausse depuis le plus bas de 2003 sur l'indice CAC 40 avec les dividendes intégrés et réinvestis. Évidemment, c'est complètement fou. Et donc, c'est sûr que quand on voit la difficulté française, on se pose des questions. D'où viennent ces profits, d'où vient cette flambée, encore une fois, je l'évoquais tout à l'heure, parce qu'il y a une croissance mondiale qui est forte, mais c'est sûr qu'il y a autre chose. Il y a beaucoup trop de cash. Et même si on a arrêté la planche à billets, le cash qu'on a investi pendant le coronavirus, notamment donc sur les marchés boursiers, ça a généré des gains, des plus-values, et donc qu'on réinvestit aujourd'hui en bourse. Donc c'est ce qui fait que la bourse continue de flamber, malgré une situation économique particulièrement difficile, malgré les risques géopolitiques, et ça évidemment c'est particulièrement dangereux. Si d'ailleurs on regarde le marché américain, là on voit le Standard & Poor's 500, là aussi record historique, vous voyez, on se pensait qu'on avait atteint un record, je dirais en 2021-2022, ben non pas du tout, ça continue de flamber, vous voyez, on est quasiment à 5100 points sur le Standard & Poor's. Alors si on regarde la bourse la plus ancienne, enfin du moins l'indicateur boursier le plus ancien, pour faire des comparatifs avec la crise de 29, on va y arriver, eh bien c'est le Dow Jones. Et là regardez bien le Dow Jones, même si c'est évidemment moins large que le Standard & Poor's 500 par définition, mais c'est quand même l'indice phare de la bourse américaine. Voilà, une croissance assez incroyable, on est quasiment à 40 000 points. Regardez bien, depuis le plancher de mars 2009, on a fait 497% d'augmentation, donc depuis la crise ici, regardez, 497%. Donc évidemment, le problème c'est que ceux qui ont pu épargner, ceux qui avaient de l'épargne pour épargner en bourse, finalement ils s'en sortent bien. Donc là aussi c'est dangereux, ça accroît les inégalités. Ceux qui n'avaient pas d'épargne, ils n'ont pas profité de cette flambée, ils ont même souffert à cause d'une trop forte inflation. Donc c'est ce qui fait que on voit encore les dérapages de cette planche à billets. Que la dette publique augmente, la planche à billets augmente, si c'est pour faire une croissance économique forte, pourquoi pas. Si c'est pour alimenter uniquement une bulle boursière, une bulle obligataire, évidemment c'est particulièrement dangereux. Et là attention, je vais vous montrer maintenant 3 chiffres assez incroyables qui montrent justement que ce qui est en train de se passer aujourd'hui ressemble exactement à ce qui s'est passé avant le crack de 1929 ou avant le crack de 2009. Voilà, c'est pas compliqué. Là, vous avez l'évolution du Dow Jones. À l'époque, le CAC 40 n'existait pas, bien entendu, parce que c'est pourquoi on prend le Dow Jones. Donc, d'octobre 2021 d'octobre 1921, vous voyez, là, c'est révélateur, à septembre 1929, eh bien, à l'époque, le Dow Jones, c'était vraiment une
une bulle incroyable, avait augmenté de 445%. C'est important parce qu'à l'époque, l'économie américaine n'allait pas si bien que ça. Il fait notamment une déflation qui était en train de s'installer, donc c'était particulièrement dangereux. Pourtant, le Dow Jones a flambé de 446%, donc en quelques années finalement, et ensuite, eh bien, il a chuté de 90%, donc au plus bas, c'était en juillet 1932. Si on se compare maintenant à 90-2007, donc une autre phase de grande augmentation, bien sûr, parce que finalement la bulle Internet a été mangée, puisqu'on a là aussi réactivé entre guillemets une dynamique économique, et tout a explosé à partir de 2007, et la crise des subprimes. Là aussi, regardez bien le chiffre, 486% d'augmentation. C'est un peu plus que pendant, sur longue période, bien sûr, mais c'est quand même plus que avant, on va dire, le crack de 29. Ensuite, 54% de baisse jusqu'en mars 2009. Et parallèlement, ce qui était le plus bas. Et aujourd'hui, regardez bien, on a fait encore plus fort, puisque de mars 2009 à février 2024, au moment où je vous parle, le Dow Jones a augmenté de 489%. Donc là, ça pose des questions. Alors bon, la baisse, on ne la connaît pas, bien entendu, par définition, mais c'est sûr qu'une telle hausse est, encore une fois, anormale. C'est de l'exubérance. Alors c'est sûr que, comme les investisseurs ne savent pas où investir, ils disent, bon, ben, finalement, autant aller sur les marchés boursiers. Et là, simplement, sans vouloir être un oiseau de mauvais augure, on voit bien que nous avons aujourd'hui une flambée boursière qui est beaucoup trop élevée, surtout que l'économie mondiale ne va pas si bien que cela, qu'il y a des risques géopolitiques, et ça, c'est particulièrement dangereux. On voit encore plus cette bulle sur justement l'indicateur boursier des valeurs de croissance, le Nasdaq, le fameux Nasdaq. Et là, c'est vrai qu'on avait eu une flambée assez incroyable. Donc, si on regarde bien, on avait augmenté donc depuis de janvier 2016, de mars 2009, on avait une augmentation jusqu'en 2021 donc de 16 057 points, donc 259% d'augmentation. Donc, c'était quand même une augmentation très forte sur le Nasdaq uniquement. Après, on a eu cette dégringolade, moins 36%. Donc, on s'est dit, bon, ça y est, le plus dur est fait. Ben non, la bulle s'est réactivée. La bulle, pas seulement du numérique, mais également de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Regardez bien, hop, ça repart à la hausse. Et donc 57,1% de hausse entre le plus bas de décembre 2022 et donc le début 22 février 2024. Ça, c'est incroyable. Vous voyez, on a complètement effacé. Vous voyez, on a retrouvé le sommet qui précédait donc avant le dégonflement de la bulle. Et ça, c'est très nouveau et très dangereux. Regardez bien, le Nasdaq sur longue période. Donc là, on voit bien la bulle Internet, donc à l'époque, donc de 90 à 2000, le Nasdaq a augmenté de 1100%, après moins 78%. Donc là, on retrouve effectivement la bulle, donc on va dire du numérique, donc de 2009 à 2021, on a fait 1165%. Vous voyez, hop. Et après, ça a baissé, c'est vrai, 36% de baisse. On a d'ailleurs moins baissé que après le crack Internet. Et hop, la bulle s'est reformée. Ça, c'est tout à fait nouveau et tout à fait dangereux, encore une fois. Vous voyez, on n'a pas eu le temps de respirer, de reprendre sa respiration. Hop, une nouvelle bulle est arrivée parce que le cash est toujours là. Il y a toujours effectivement cette euphorie, en particulier sur l'IA, ce qu'on appelle l'IA, l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est particulièrement dangereux. Alors justement, si on regarde l'IA, on va regarder les GAFAM, donc Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Et là aussi, alors rapidement, parce que bon, on va pas, vous aurez bien sûr pour tous les abonnés premium, comme vous le savez, vous aurez les slides. On n'aura pas le temps de tout décortiquer parce que sinon la vidéo durerait trop longtemps. Mais néanmoins, on les voit ici. Vous voyez bien le Google, donc Alphabet, comme vous le savez. Voilà, ça continue donc de flamber, 74% depuis 2023, 189% depuis 2019. Hop, voilà, dégonflement de la bulle et hop, on est reparti. Encore plus haut, même si ça a baissé sur les derniers jours, mais encore plus haut que le sommet de la précédente bulle. Si on regarde maintenant Amazon, on fait GAFAM, vous voyez dans l'ordre, on voit bien que là aussi, flambé, ça baisse. Alors là, on n'a pas retrouvé le sommet qu'on a vu en 2021, mais néanmoins, on a une augmentation, vous voyez, de 150% depuis 2019. Alors je ne parle pas évidemment depuis les années 2011, là c'est évidemment encore plus fort. Si on regarde maintenant donc Meta, donc ex-Facebook, comme vous le savez, c'est encore plus fort. Regardez bien cette tension incroyable, 446,8% d'augmentation depuis le 3 novembre 2022. Alors, franchement, il faut être honnête, c'est à n'y rien comprendre. Une bulle assez incroyable, donc on voit bien que c'est non maîtrisable, c'est non maîtrisé, et ça devient un petit peu exubérant tout ça. C'est ce qu'on appelle une bulle, je dirais, d'exubérance, comme disait Alan Greenspan à l'époque. Si on retrouve maintenant Apple, donc Apple, c'est vrai que ça a toujours bien comporté, ça fait 224% d'augmentation après 2019, entre 2019 et 2021, ça a baissé un petit peu, et ça repart également à la hausse. Regardez bien, depuis 2013, 1217% d'augmentation pour Apple, qui continue évidemment
évidemment d'être leader. Alors est-ce qu'il va jouer le virage de l'IA ou pas, ça on le verra, mais néanmoins, pour l'instant, l'optimisme est toujours là. Et on termine bien sûr avec Microsoft. Et voilà, Microsoft qu'on a enterré, enfin du moins que certains ont enterré un peu trop vite, puisqu'aujourd'hui Microsoft, regardez bien, a très fortement redémarré, donc 92,2% de hausse. Donc on est à 1370% de hausse depuis 2013. Vous voyez, on a battu largement tous les précédents records de bulles, entre guillemets, pour Microsoft, parce que justement, il a joué la carte de l'intelligence artificielle. Alors, tout le monde n'a pas été logé à la même ancienne dans ces GAFAM+, on va dire. Et par exemple, voilà, Tesla, c'est vrai que ça a beaucoup souffert. Donc ça a bien sûr très fortement augmenté à 1600% de mars 2020 à novembre 2021. Oui, c'est important de voir ces graphiques parce qu'on oublie un petit peu les valorisations après une très forte chute. Puis là, ça se stabilise. Vous voyez, on n'a pas retrouvé le sommet de la bulle. Mais si on regarde depuis 2019, c'est toujours une hausse de 1221%. C'est quand même pas rien, évidemment, pour Tesla. Par contre, il y a des valeurs qui n'ont jamais plus remonté. Par exemple, Zoom, on l'utilise toujours, hein, c'est assez pratique d'ailleurs, mais voilà, on avait cette flambée pendant le coronavirus, on s'est dit, ça y est, on va tous finir enfermés chez soi. Heureusement, ça n'a pas été le cas, et donc ensuite, hop, l'effondrement, moins 89,2%, et ça redémarre pas. Donc ouais, on ne retrouve pas les bulles. Donc on voit bien que finalement, il y a quand même parfois un petit peu de juste prix, un petit peu de bon sens qui revient, notamment par rapport à Zoom. Par contre, la bulle s'est déplacée justement vers les valeurs de l'IA, et parmi ces valeurs, évidemment, il y a la fameuse Nvidia, comme vous connaissez. Voilà, c'est une ligne droite, c'est assez impressionnant. 611% depuis octobre 2022, regardez bien. Et donc depuis 2019, 2214% d'augmentation. Et cette entreprise existe depuis très longtemps, comme vous le savez. Mais on le voit, ouais, ça valait $4, $5, $6, voilà. Et maintenant, on est quasiment à $800. Enfin, voilà, ça défie l'entendement. Il faut être honnête, encore une fois. Donc, mais c'est important de le voir pour justement dire cette vérité, dire cette réalité. Alors, si on fait la synthèse de tout cela, voilà, les variations depuis 2019. Donc, Nvidia, on vient de le voir, qui est numéro 1, donc 2214%. Ensuite, ça reste toujours Tesla, malgré la baisse et puis la faible remontée. Apple qui continue de bien performer. Donc, Microsoft, Meta, Facebook, Google, Amazon. Et bon, Zoom, on l'a vu, ça bouge pas. Hein. On est sur du 0% depuis 2019. Et donc, ce qui veut dire qu'en termes de capitalisation boursière, la valeur boursière des entreprises, voilà, Microsoft est repassé devant 3100 milliards, 3,1 trillions comme on dit, ou trilliards comme vous voulez. Apple 2810 milliards de dollars, bien entendu Nvidia 1960, regardez Nvidia, ça va très très vite. Amazon, bon ça résiste, Google donc Alphabet, Meta 1230, bon Tesla 632. Et le problème c'est de savoir est-ce que ces entreprises sont à leur juste prix. Donc pour ce faire, on regarde le niveau donc, de la valeur boursière par rapport aux bénéfices, donc la capitalisation boursière par rapport au profit. Et donc regardez bien, on a quand même des niveaux extrêmement élevés. Je vous rappelle que le niveau normal, c'est autour des 12-14. Ça veut dire qu'il faut à peu près 12 à 14 années de profit pour justifier la valorisation boursière. Et là, que voit-on? Microsoft 37, c'est quand même assez cher. Apple 28. Nvidia, évidemment, 66. Alors bon, on nous dit que c'est vraiment l'avenir, comme on dit pour Tesla, évidemment. Donc, est-ce que ça sera le cas? Amazon, 59. Voilà. Google, ça va à 24. Finalement, c'est le PE le moins élevé. On a ensuite, donc, Meta, 32. Et Tesla, toujours à 42. Donc, une valeur toujours particulièrement chère. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les niveaux de valorisation sont beaucoup trop élevés par rapport à la réalité économique. Et on a également cela en France. Donc voilà maintenant les valeurs du CAC 40. Donc la variation depuis 2019, alors évidemment c'est moins exubérant, hein, c'est moins euphorique, parce que ce ne sont pas des valeurs du numérique notamment, hein, donc il y a moins de croissance, mais tout de même, hein, voilà on a notre fameuse Hermès évidemment, donc le luxe 290% de hausse, mais regardez bien le PER 56. 56 années de profit pour justifier la valeur boursière d'Hermès. Ça fait quand même beaucoup. Hein. Je vous rappelle que le niveau normal, c'est entre 12 et 14. LVMH, plus 180% de PER 28. L'Oréal, 87,5, donc PER 39. Air Liquide, 32 de PER. Dassault Systèmes, 54, évidemment. Et donc, le CAC 40, 69% de hausse depuis 2019. Donc, on a complètement oublié le coronavirus, etc., ou la guerre en Ukraine et autres. Et un PER de 24. Alors, ça dépend. Certains vous disent 23. Bon. Nous, on calcule autour de 24. Ça dépend du niveau de profit que nous prenons, mais néanmoins, ça fait quand même cher payé. Donc, ce qui veut dire qu'attention, la correction va arriver. La question est de savoir d'où va venir cette correction. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, comme il y a toujours du cash, on se dit, ben voilà, c'est l'euphorie, on nous dit, ben, il y a moins d'inflation, donc les banques centrales vont baisser leur taux d'intérêt, il y a un petit peu de croissance, la récession en Europe, bon, c'est pas trop grave. Ouais. On ne voit que la vie en rose, c'est ce qui est très bien, hein, bien entendu, dans les chansons. Dans la réalité, c'est un petit peu plus compliqué. Et je pense que le déclencheur, ça va venir de
chez nous notamment, dans la zone euro, et en particulier des dettes publiques, avec donc les taux d'intérêt des dettes publiques. Donc là, c'est ce qu'on voit. Alors, ces taux d'intérêt, c'est le taux 10 ans, ici qu'on voit la courbe bleue, c'est le taux 10 ans américain, qui avait beaucoup baissé, puis qui remonte, là on est à 4,3%. Le taux 10 ans français, qui se rapproche des 3% également, on était à 3,50 il y a quelques mois, et ça, c'est très dangereux, parce qu'à partir du moment, effectivement, les dettes publiques continuent d'augmenter, on a entendu dernièrement le président de la Réserve fédérale américaine dire la dette publique qui flambe, ça suffit. Chez nous, on ne l'entend pas encore, mais ça serait bien qu'on l'entende d'ailleurs, parce que ça commence à devenir extrêmement dangereux. J'en ai souvent parlé, j'en reparlerai bien sûr dans différentes vidéos. Tout ça pour dire que, à partir de là, si on a cette dette publique qui continue d'augmenter, la note de la France va être évidemment dégradée. Je l'ai évoqué la semaine dernière, certainement au printemps prochain, peut-être même d'ailleurs pour la note américaine. Et donc si la note de la France est dégradée, alors là les taux d'intérêt vont encore augmenter, ce qui va casser encore plus la croissance, donc alimenter la récession, donc plus de chômage, plus de déficit, plus de dettes et ainsi de suite. Donc on rentre dans un cercle pernicieux très dangereux. Et comme on l'a vu tout à l'heure, les Allemands vont mal. Donc ça pourrait encore créer des tensions entre la France et l'Allemagne au sein de la zone euro et entraîner même une crise politique au sein de la zone euro, au sein donc de l'Union européenne au sens large. Et ça, évidemment, les marchés ne l'ont pas du tout anticipé. Donc c'est ça qui va certainement à un moment générer une prise de conscience en se disant la flambée boursière va évidemment trop loin par rapport à la réalité économique. Alors je vous ai mis tous les arguments évidemment qui vont dans ce sens. Le risque de shutdown, ça veut dire que justement on ne vote pas le plafond de la dette aux États-Unis, donc ça pourrait casser là aussi l'activité américaine. Les risques bancaires, on n'en parle plus, mais notamment aux États-Unis, encore beaucoup de banques qui sont en grand danger. Également en Europe, certaines banques italiennes notamment. La croissance mondiale qui certes, elle n'est pas mauvaise, mais elle reste quand même faiblarde pour 2024. L'inflation qui baisse, mais qui reste également élevée. Donc les taux d'intérêt monétaire qui certes vont baisser, mais pas tant que ça, notamment aux États-Unis, et même chez nous ça baissera un petit peu. Donc vous voyez, les marchés croient que ça va flamber, ça va beaucoup baisser, et donc d'où la flambée boursière. La dette publique qui va encore elle aussi augmenter, ça c'est donc très dangereux, avec donc des risques de dégradation, donc taux d'intérêt obligataire qui vont encore augmenter. La France qui peut plonger dans une crise sociale, sociétale, et entraîner la zone euro dans une crise politique, voire existentielle, et je ne parle même pas des risques géopolitiques, parce que là, évidemment, on ne les contrôle pas. Donc, oui, ça fait quand même beaucoup pour justifier des hausses de quasiment 500% des marchés boursiers, si vous voulez, en quelques années. Donc, tout ça pour dire que, soyons prudents. Et d'ailleurs, il y a un fait qui ne trompe pas, c'est que malgré cette flambée boursière, eh bien, les cours de l'or restent très élevés. Vous voyez, on est toujours sur des sommets quasiment historiques pour l'once d'or en dollars, à 2032 $. Pour l'euro, on est à 1882 €, donc l'once d'or, là, c'est également un sommet historique. Donc, on se rend bien compte que les marchés se disent, bon, la bourse, ça flambe parce qu'il y a de la planche à billets, mais on va quand même garder la fameuse poire pour la soif. Il y a quand même un risque. Et ça, c'est également un indicateur avancé qui montre qu'on pourrait avoir une situation de krach assez fort. Voilà ce qu'on pouvait dire. Alors, comment terminer par une bonne nouvelle dans tout ce concept un petit peu compliqué? Déjà, n'oublions pas qu'une fois que ça aura baissé, ça repartira ensuite, et que sur le long terme, on l'a vu tout à l'heure, que ce soit la bourse, l'or ou l'immobilier, ça reste des placements rentables à long terme. Donc, il ne faut pas paniquer, mais on a besoin d'une respiration, on a besoin de ces crises. Donc, ça, c'est déjà première bonne nouvelle. Puis, donc, deuxième bonne nouvelle, c'est que, voilà, vous savez certainement, on a donc dépassé les 125 000 abonnés sur notre chaîne YouTube. Donc merci à toutes et à tous, vous êtes vraiment formidables. Merci pour mettre des pouces vers le haut, merci pour vous abonner, pour vous faire abonner. On a donc quasiment 13 millions de vues, donc 210 vidéos. Donc on va également faire des émissions en live, et donc dorénavant pour tous les abonnés premium, donc j'envoie évidemment les slides par mail, c'est plus pratique. Donc pour s'abonner premium, il suffit de mettre soit rejoignez-nous, soit souscription, ça dépend des configurations de YouTube sur vos ordinateurs ou vos portables. Et donc voilà, donc je vous tiens encore à vous remercier pour justement cette bonne nouvelle. Donc on garde, entre guillemets, la foi malgré tout. On continue d'espérer qu'on va sauver notre douce France, même si c'est de plus en plus compliqué, parce que justement, on ne veut pas voir la réalité en face. Donc voilà, c'est notre devoir de dire la réalité, de dire les choses, pour justement anticiper, et à partir de là, ne pas être les dindons de la farce de toutes ces crises et de toutes les décisions de nos dirigeants. Voilà, donc portez-vous bien. Merci encore pour votre fidélité et pour tout, j'ai envie de dire, pour vos messages. C'est formidable. Et donc, bonne continuation et à très bientôt.